à toutes et à tous d'être là parmi nous. Et bonsoir également à ceux et celles qui nous suivent sur notre page Facebook du groupe Initiative Afrique. Je suis Fatou Cissé, responsable du groupe Initiative Afrique Junior. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver ce soir et de pouvoir modérer ce second webinaire portant sur le secteur privé et l'initiative africaine. Nous avons la chance d'avoir avec nous 3 éminents panélistes qui ont accepté de nous rejoindre ce soir dans le but de pouvoir discuter des différentes problématiques liées à l'entreprise et au secteur privé africain. Dans un premier temps, je vais laisser le vice-président du groupe Initiative Afrique, qui est également président d'Africa Search, Monsieur Didier Akwete, vous faire également un petit mot de bienvenue. Didier, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour Fatou, bonjour à tous et à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette deuxième session de notre webinaire JAF Junior. Comme vous le savez, le groupe Initiative Afrique est un think tank qui œuvre au changement, au renouveau de l'Afrique en faisant des propositions très concrètes sur les sujets politiques, économiques, sociaux. Et notamment un sujet très important pour nous qui est le rôle de la jeunesse dans la transformation du continent. Donc nous avons une série de conférences, dont une consacrée à la jeunesse, avec un certain nombre de recommandations. Et JAF Junior, justement, qui regroupe des jeunes, des moins jeunes. Nous aussi, nous sommes encore jeunes, même si de temps à autre, notre physique tend à penser le contraire, faire penser le contraire, y compris Pascal Pérou, qui a l'air pas très jeune, mais qui est finalement très jeune, et tous ceux qui sont là. Donc, c'est un plaisir vraiment de participer à ce deuxième webinaire. Et le thème est d'autant plus important que toutes les ébullitions que nous observons sur le continent, et là, ces derniers jours, au Sénégal, par exemple, ou celles que nous avons vues au Mali et dans d'autres pays sur le continent, c'est quand même la résultante d'une crise sociale profonde et d'une crise politique, qu'on le veuille ou non. Et effectivement, la jeunesse qu'on voit dans les rues, dans ces manifestations, est une jeunesse qui attend des réponses concrètes, notamment en matière d'immersion dans les sociétés au niveau économique. Évidemment, ils jouent leur rôle social et politique aujourd'hui déjà, mais il faut qu'ils jouent un rôle économique beaucoup plus prononcé. Pour jouer ce rôle, évidemment, il faut des économies qui produisent plus d'emplois, puisqu'on estime que l'Afrique arrive à produire à peine 3 à 4 millions d'emplois formels et décents chaque année, alors que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année est estimé entre 15 et 20 millions. Donc il y a déjà un déficit structurel dans le volume d'emplois créés sur le continent. Et deuxièmement, on estime les 400 millions d'emplois, en tout cas de main-d'œuvre active sur le continent. Sur les 400 millions, à peine 150 millions ont un emploi dans le secteur formel avec un salaire décent. Donc vous voyez bien que c'est aussi un chiffre qui parle tout seul. Et puis troisièmement, le taux de l'espérance de vie dans le système scolaire des jeunes africains dans la plupart des pays est de 7 à 12 ans, contre bien sûr 15 à 20 ans, voire plus, dans de pays, avec un autre élément, c'est l'absence de qualification de ces jeunes lorsqu'ils arrivent sur le marché, puisqu'on estime que 80% de ces jeunes arrivent sans qualification. Donc vous voyez que nous sommes confrontés à des sujets structurels profonds, et pour que ces jeunes puissent intégrer le marché du travail, évidemment, il faudrait des formations adéquates, et puis ceux qui sortent du système scolaire trop tôt, des formations qualifiantes dans un monde qui change, où les métiers de demain, peu de gens les connaissent. Donc un monde qui change, un système éducatif qui doit changer et qui doit mettre aussi l'accent sur l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat. Les jeunes qui sont cette force vive, il faut leur donner des outils, donc une formation déjà,
et puis surtout un écosystème qui favorise l'entrepreneuriat et le développement personnel. Une fois qu'on a dit ça, n'est pas entrepreneur qui veut, ça veut dire qu'il faut accompagner ces jeunes entrepreneurs. Et donc, on a vu dans certains pays la mise en place de ce qu'on appelle des incubateurs, des centres d'accompagnement dont ces jeunes ont besoin pour les accompagner, les guider et les amener sur le chemin de la croissance. Il y a probablement un dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'entrepreneuriat jeune ou l'immersion des jeunes dans l'économie, c'est aussi une décision politique. Je commençais cette intervention en parlant des crises à répétition que nous observons sur le continent ces derniers temps. C'est que s'il n'y a pas une décision politique forte de donner aux jeunes les moyens d'abord d'être bien formés, de donner l'environnement financier permettant de soutenir leurs projets privés, personnels, et aussi surtout de créer des champions locaux, c'est-à-dire des entreprises locales créées par des entrepreneurs locaux ou alors qui existent et qu'il faut accompagner beaucoup plus pour que ces acteurs permettent en réalité d'absorber aussi ces jeunes qui arrivent, mais surtout d'offrir des opportunités de sous-traitance à un certain nombre de jeunes qui peuvent avoir leur petite entreprise. Ça aura du mal à fonctionner. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments. Et donc, je voudrais simplement, en guise d'introduction, ouvrir déjà un petit peu quelques portes avec ces éléments factuels de la situation et puis ce qui pourrait être fait. Mais les éminents panélistes que nous avons y répondront certainement beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus profonde. Et nous croyons en tout cas que l'Afrique est une croisée des chemins et les jeunes doivent jouer leur rôle, doivent participer activement à ce renouveau. Et celui qui n'arrive pas à avoir une activité économique décente pour pouvoir en vivre, il est de facto exclu de la société et devient réellement cette bombe à retardement dont nous avons parlé dans notre conférence sur la jeunesse, opportunité ou bombe à retardement. Donc voilà un petit peu, ma chère Fatou, ce que je voulais dire en guise d'introduction. Merci encore et bienvenue à tous ceux qui nous suivent et à tous les GIAF seniors qui sont aujourd'hui sur la discussion pour nous assurer que la relève est bien assurée avant qu'on aille dormir. Merci Fatou. Merci beaucoup Didier pour ces mots et cette mise en contexte de notre sujet ce soir. À présent, je vais laisser José Herbert Aododé qui va nous rappeler justement les principales recommandations qui ont été présentées par le GIAF en 2014 concernant la jeunesse et l'entreprise. José, merci. Merci Fatou. Alors, évidemment, à la suite de M. Didier Akouete, je voudrais revenir rapidement sur certaines recommandations qui pourraient constituer en fait la charpente de nos discussions qui sont issues en fait des travaux du groupe Initiative Afrique. Évidemment, comme ça a été dit, la question de l'employabilité des jeunes est une question d'importance majeure pour le développement et pour l'insertion économique des jeunes sur le continent. On pense que tout a été dit déjà parce qu'on sait qu'il faut développer l'entreprise, il faut améliorer l'éducation, renforcer la formation professionnelle, il faut miser sur le poids de l'agriculture en Afrique, il faut renforcer la production locale. On l'a souvent chanté et on a l'impression de plus en plus que tout cela se confine à un slogan. Mais il y a un écart grand entre ce slogan-là et la réalité des jeunes. Et donc, c'est une préoccupation éternelle. Et au niveau de cette conférence donc, du groupe Initiative Afrique, on a essayé de réfléchir et de se pencher sur des pistes de solutions pour pouvoir véritablement mettre l'employabilité et l'entrepreneuriat au cœur de la politique économique. Évidemment, la question de l'emploi des jeunes, c'est une question stratégique qui est difficile à résoudre, qui est un casse-tête quand même pour nos dirigeants. Et quand on prend en compte aussi l'aspect démographique, le nombre de jeunes sur le continent et qu'on sait que chaque année, environ 20 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail et qu'on se rend compte que 3/4 de cet effectif est sans emploi durable ou décent. Donc, la question, c'est comment est-ce que véritablement on peut remettre la jeunesse au cœur de l'emploi?
comment est-ce qu'on peut rendre attractif le secteur économique pour les jeunes. Donc, le groupe Initiative Afrique s'est penché sur cette thématique et a pu identifier 8 leviers. Je ne vais pas pouvoir les détailler parce que je sais que nos intervenants pourront revenir sur certains aspects ou évoquer de leurs expériences quels sont les éléments les plus pertinents. Donc, le premier élément, c'est que nous pensons qu'il faudra mieux reconnaître et connaître le secteur dit informel, qui est différent de l'illicite. Le secteur informel, c'est quand même ce secteur qui occupe la majorité de nos populations. Donc, c'est de pouvoir développer des initiatives ou des stratégies plus innovantes pour pouvoir récupérer et bénéficier de tous les sorts que peut contenir ce secteur informel. Deuxième élément, c'est mettre en phase l'éducation et les besoins du marché africain. C'est important qu'on puisse travailler à partir de nos réalités et définir un système éducatif qui correspond réellement à nos besoins. Alors, quand on sort de nos contrées, de nos États, c'est important d'aller voir au niveau de la sous-région, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se fait au Bénin pour pouvoir donc apprendre de ça et pouvoir enrichir nos initiatives, nos perspectives en termes d'employabilité des jeunes, surtout voir les réussites, les success stories des jeunes entrepreneurs et autres pour pouvoir donc apprendre et se réapproprier des leçons. Et le pouvoir de la diaspora, on va en parler aussi, c'est important de voir qu'il y a une force de jeunes, une jeunesse africaine qui s'est expatriée, qui est allée sur des formations à l'étranger, qui est expérimentée et qui a un pouvoir de pouvoir donc apporter des éléments constructifs au développement du continent africain sur le plan économique. Après, la question de l'intégration se pose éternellement. On devra travailler donc à valoriser le Made in Africa. Donc, notre nécessité pour nous, en fait, d'élargir le marché et de lever les freins à l'élargissement donc des marchés, que ce soit dans l'espace sous-régional à travers la CEDEAO que nous pensons être un acteur ou un espace important pour faciliter l'intégration du continent déjà au niveau de la sous-région et si on rêve grand, pouvoir casser déjà les barrières de langue et tout et faire réussir l'Union africaine qui reste une union juste politique et dont on ne voit pas encore véritablement les aspects économiques qui devraient booster le développement du continent. Quand on prend tous ces éléments, il est important de pouvoir donc créer une certaine utopie positive, donc créer la confiance entre les jeunes et les institutions et pour que les acteurs politiques puissent véritablement aboutir à des solutions innovantes pour pouvoir répondre de façon efficace à la question de l'employabilité des jeunes sur le continent africain. Donc, voilà ce que je voudrais dire brièvement et à partir de là, nous allons continuer par entendre nos panélistes pour la suite de leurs interventions. Merci Fatou. Donc, initialement, notre session devait être composée ce soir de 4 panélistes. Malheureusement, notre panéliste Aïssatou Leblond s'excuse pour son absence due au contexte actuel au Sénégal. Et je suis sûre que Aïssatou nous rejoindra lors de futures sessions du GIAF. Mais nous avons également une pensée pour nos frères et sœurs au Sénégal, au Niger et au Tchad. Sans plus tarder, nous allons démarrer cette discussion au cours duquel nous aurons la chance d'échanger avec un panel de qualité composé d'Abdoul Khadr Diallo, entrepreneur sénégalais et cofondateur de l'entreprise Volcano, de Mouta Wakilou Gounou, un entrepreneur béninois et également CEO de la marque de chocolat Gounou, et enfin de Mamadou Sansi Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. Donc un grand merci à tous les 3 pour votre présence et pour être là ce soir afin de discuter d'un sujet ô combien important et d'actualité pour le continent. Donc, j'espère que nous pourrons toutes et tous tirer de cette session des recommandations, des solutions et de futurs partenariats qui renforceront l'inclusion économique et humaine de tout un chacun. Sans plus tarder, je vais donc me tourner vers Abdoul Khadr Diallo. Donc, Abdoul, vous êtes un ingénieur diplômé d'une université française. En 2015, vous décidez de rentrer au Sénégal, votre pays d'origine, avec, il me semble, si je ne me trompe pas, 1 500 € en poche, dans le but de cofonder la société Volcano,
qui signifie volcan en swahili, avec 3 associés. Vous fondez Volcano, qui est une entreprise dédiée au service du numérique. Vous êtes un entrepreneur engagé dans le milieu associatif et passionné de philosophie également. Votre credo principal est de faire ce qu'on peut avec ce que l'on a. Et aujourd'hui, Volcano s'appuie sur une école de formation que vous avez également créée, qui s'appelle Bakeli, au sein duquel plus de 4000 personnes ont été formées à ce jour. Votre ambition est d'accompagner plus d'1 million de jeunes Africaines et Africains. Et par conséquent, ma première question sera donc la suivante. Quelle est la recette magique de Volcano pour pallier le chômage des jeunes, tant au Sénégal et en Afrique, mais également en tant qu'entrepreneur, à quels obstacles financiers, humains et administratifs vous êtes confrontés au jour d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. J'ai l'impression que tu as tout dit, donc je n'ai rien à ajouter, quoi, parce que tu m'as vraiment bien présenté. Je ne savais pas que tu avais autant d'informations sur moi. Il faut que je fasse attention à ce que je dis dans les réseaux maintenant, quoi. Donc, merci pour cette invitation, merci pour ces échanges très riches déjà. Donc, je suis Abdelkader Diallo. Je vais préparer vraiment un discours, mais comme Fatou, elle a l'habitude de nous surprendre. Je vais essayer de répondre aux questions qu'elle a posées. Donc, je suis un jeune Sénégalais. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici jusqu'à mes 16 ans. J'ai obtenu mon bac scientifique, option mathématiques et physique, puis je suis allé étudier en France. Et en étudiant là-bas, certaines réflexions venaient très souvent dans ma tête, notamment à la question de l'injustice vis-à-vis des jeunes, notamment à la question du chômage, et notamment à la question de l'innovation de façon générale, comment résoudre les problèmes que nous avons, comment créer de la valeur, ainsi de suite. Et c'est en 2015 que j'ai eu un déclic qui était pourquoi ne pas créer une entreprise? C'était la première fois de ma vie où j'avais un payé. Volcano, donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire volcan en swahili. Et toute la philosophie de Volcano tient dans une phrase, c'est-à-dire créer et aider à créer des opportunités pour les jeunes, afin qu'ils résolvent les problèmes de leur communauté. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons dans Volcano même plusieurs filiales. Il y a une filiale éducative qui s'appelle Bakeli. Il y a une deuxième filiale qui est orientée plus logiciel pour l'informel. Et il y en a une troisième en cours de création qui est une entreprise de services numériques, un peu comme Atos, mais à destination spécifiquement des entrepreneurs de la diaspora et des petites entreprises locales. Donc, la première chose qui nous a motivés à vraiment créer Bakeli, je vais essayer de me concentrer aujourd'hui surtout sur Bakeli et l'insertion des jeunes, c'est que nous nous sommes rendus compte que les jeunes étaient formés pendant 5 ans, payaient presque chaque année 1 500 €, voire 1 million de francs CFA, mais n'arrivaient pas à soit avoir un stage, encore moins avoir un emploi. Donc là, la réflexion démarra et nous nous sommes dit, mais pourquoi? Moi, je venais de la France et je me suis rendu, et j'avais là-bas beaucoup d'opportunités d'insertion en tant que développeur mobile, ainsi de suite. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Et donc, je suis venu en mars 2015, j'ai organisé un premier atelier de formation qui nous a servi à tester en fait qu'il y avait de l'intérêt pour les nouvelles technologies. C'était gratuit avec un budget de à peu près 14 personnes sur 22 ainsi. Donc, il y avait de l'engouement. On s'est dit, ben, il faut qu'on continue comme ça. On a fait un deuxième hackathon. Il y avait plus d'engouement. Nous nous sommes dit, ah tiens, il y a quelque chose vraiment à faire sur l'éducation. À l'époque, je n'étais pas encore rentré, mais quand je suis revenu, pour de bon, il y avait une entreprise qui m'a sollicité pour me dire d'encadrer ses stagiaires. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir comment les encadrer, parce qu'il y avait une méthode moi, que j'avais développée à l'intérieur de Volcano, qu'on appelle le coaching, qui consiste à prendre quelqu'un d'à peu près formé, mais de le faire travailler sur des projets afin qu'il travaille sur d'abord des projets à forte valeur ajoutée, ensuite, tout en apprenant. Je l'ai testé d'abord avec 5 personnes. Ça a commencé à prendre, puis je l'ai un peu restructuré. J'ai pris 4 personnes plus expérimentées. Et ça a donné quelque chose de vraiment intéressant parce qu'au bout de 3 mois, ces personnes étaient capables de développer une application web ou un site web de bout en bout. Et l'entreprise en question qui m'a confié ses stagiaires, on a fait le même travail. Et quelques temps plus tard, ces stagiaires étaient devenus plus opérationnels, plus compétents. Donc, c'est de là qu'est venu Bakeli. Aujourd'hui, c'est une entreprise de formation qui s'articule beaucoup, qu'il est le bac, qu'il est pas le bac, qu'il est le BFM ou pas, qui a envie d'apprendre,
et nous lui créons un parcours basé sur des ressources déjà disponibles sur Internet, en plus d'un accompagnement qu'on appelle le coaching qui s'inspire du sport et de l'armée militaire. Et au bout de 3 mois, en général, ces jeunes gagnent plus confiance en eux-mêmes, sont plus compétents et trouvent, en tout cas de notre expérience, beaucoup plus de sens à venir à l'école. Les écoles aujourd'hui que nous voyons au Sénégal sont très basées sur la théorie, sont souvent basées sur des contenus ou des programmes, on va dire, obsolètes. Et à la fin de leur formation, ces jeunes, quand ils sortent, ils ne sont pas capables de faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous articulons beaucoup notre formation sur le coaching qui permet aux jeunes, au bout de quelques mois juste, d'avoir des compétences opérationnelles qu'ils peuvent prouver. Deuxième élément, parce que la case, il ne suffit pas juste de former les jeunes dans les technologies, le design, etc. Ça ne suffit pas. Parce que la question réelle de fond, c'est comment insérer ces jeunes une fois qu'ils sont formés. Donc, nous avons longtemps réfléchi sur cette question-là. Nous avons placé aujourd'hui nous avons permis à plus de 400 personnes aujourd'hui d'avoir de l'emploi, après en avoir formé plus de 4000. Aujourd'hui, nous avons une équipe de plus de 40 personnes entre Volcano et Bakeli. Mais toujours, il faut savoir que c'est encore loin des 1 million de personnes que nous voulons former, n'est-ce pas? Donc, en analysant la structure économique du Sénégal, pour commencer, nous nous rendons compte que plus de 90% des entreprises sont informelles. Au départ, nous ciblions beaucoup les entreprises formelles, mais ces entreprises formelles n'embauchent pas beaucoup, en fait, malheureusement. Aujourd'hui, les entreprises qui ont le plus de besoins en ressources humaines et dans le digital, ce sont les entreprises informelles. C'est le boutiquier du quartier, par exemple, qui veut vendre ses produits en ligne parce qu'il y a le Covid. C'est l'atelier de couture du coin qui veut vendre ses produits parce que, voilà, il y a le Covid, ou bien qui veut livrer ses produits parce que, voilà, le client qui l'a commandé n'est pas disponible pour venir récupérer cela. Aujourd'hui, notre stratégie s'articule beaucoup plus sur le fait de former des gens opérationnels, ce que nous savons déjà faire, mais en même temps de trouver des entreprises petites, moyennes, à taille réduite, même individuelles, qui sont souvent dans l'informel, exercent déjà dans un métier ou dans un domaine qui fonctionne, et de leur permettre de structurer leur organisation, de renforcer leur organisation, d'utiliser le digital pour, par exemple, communiquer, vendre, manager, gérer et pourquoi pas lever des fonds. Parce que quand ces entreprises arrivent à se structurer, ils sont beaucoup plus viables pour en faire des prêts à la banque, par exemple, ou même être prêts à recevoir des investissements venant de la diaspora. Et le dernier point, en tout cas, pour faire grandir tout ce beau monde, c'est d'impliquer les gens de la diaspora via un réseau d'investisseurs que nous avons déjà créé d'ailleurs, pour aider soit à financer les formations de ces jeunes, soit à faire grandir les entreprises que nous accompagnons dans leur croissance. Je vais essayer de m'arrêter là en juste insistant sur le fait que cette année 2021, nous allons créer une université qui est différente de ce qu'on faisait jusque-là parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent avoir des licences, des masters et nous voulons innover dans ce segment-là pour coupler notre méthodologie avec le format LMD afin de former plus de monde et enfin de rendre notre programme de formation plus international. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions et je suis ouvert à d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Abdul pour tous ces enseignements et encore bravo déjà pour tout le travail effectué depuis 2015. C'est impressionnant, je dois le dire. Et à présent, pour continuer dans cette lancée d'entrepreneurs, nous allons entendre l'expérience du jeune entrepreneur agro-industriel Moutawakilu Gounou, qui est fondateur de la marque de chocolat Gounou. Expert de la transformation agricole, votre marque propose une gamme de tablettes de chocolat et de pâte à tartiner 100% made in Africa. Et si je comprends bien, avec l'huile de tournesol et non avec l'huile de palme. Persévérant et curieux, vous décidez également de mettre un pied dans le digital en 2017 avec le lancement de votre plateforme Small Soul. Votre projet a été sélectionné par la fondation Tony Elumulu pour l'entrepreneuriat en 2018. Vous avez comme objectif de produire et distribuer les pots de chocolat dans tous les pays du continent d'ici 5 ans. Et au vu de ce parcours ambitieux, 2 premières questions me viennent à l'esprit. Comment entreprendre déjà dans un environnement africain et porter son projet à la réussite? Et dans un second temps, est-ce un avantage ou une difficulté d'être un diasporien? Parce qu'il me semble que vous avez vécu pendant plusieurs années au Japon. Merci. Ok, merci beaucoup Fatou pour ces questions. C'est un plaisir pour moi de partager ce soir ce webinaire avec d'éminents acteurs économiques de plusieurs horizons. Alors, oui, je suis Moutawakilu Gounou.
Je suis entrepreneur dans l'agro-industrie. Avant toute chose, j'aimerais faire remarquer que je pense, en tout cas pour ma part, qu'en Afrique, on appréhende la question de l'entrepreneuriat ou la question du développement d'une façon, je vais dire typiquement africaine. La question du développement vient surtout quand les différents acteurs qui forment une nation commencent par produire ou créer de la valeur ajoutée. Sans valeur ajoutée, il n'y a pas vraiment de la croissance. Et donc, sans croissance économique, pas de développement de façon, je vais dire, globale. Et donc, c'est une des choses que moi, en étant étudiant d'ici au Bénin, j'ai pu constater, j'ai pu toucher du doigt. Parce que l'entrepreneuriat, c'est prendre quelque chose, que ce soit prendre une matière qui a une valeur qui a une valeur X, et ensuite de transformer cette matière en une autre matière D, mais qui a une valeur N fois X, mais qui est utile à un marché. Et à partir de ce moment, on capte de la valeur, et ensuite cette valeur est distribuée au sein d'un espace, et c'est ce qui apporte de l'amélioration dans la qualité de vie de ceux qui y résident. Donc, en tant qu'entrepreneur ici en Afrique, une des choses que moi j'avais constaté, c'est que on a énormément de matières premières, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des mines, etc. Nous en avons abondamment. Mais malheureusement, ces matières ne sont presque pas transformées, sont quasi exportées sous la forme brute. Et donc, nous exportons comme ça notre croissance économique, nous exportons comme ça notre développement. Et justement, le chômage dont il est question, nous exportons aussi le travail que nous devrions normalement créer sur place. Et donc, voilà des éléments sur lesquels moi, dès mon jeune âge, j'ai toujours voulu apporter des solutions. Et j'étais convaincu que l'unique moyen pour apporter des solutions économiques et durables, c'était surtout de créer des industries. Et en parlant d'industrie, pas seulement dans le domaine agro-industriel, mais il s'agit par exemple de l'industrie dans le domaine numérique, il s'agit de l'industrie dans le domaine des services. Et donc, il m'a fallu, bien sûr, passer par plusieurs étapes, plusieurs phases pour pouvoir arriver là où on est, parce qu'effectivement, on a un environnement, un écosystème, je dirais, un écosystème qui ne comprend pas encore ce que c'est que la prise de risque, que ce soit par les acteurs institutionnels, que ce soit par les acteurs privés. La compréhension ou la perception de la prise de risque est extrêmement, moi je vais dire, biaisée. En tout cas, on n'a pas encore beaucoup de personnes qui acceptent de prendre des risques, surtout sur le long terme. Et donc, il m'a fallu prendre par plusieurs étapes. Premièrement, il a fallu que je passe d'abord par, en tant que CEO d'une ça, ensuite démissionner de là. Quand on n'a pas le capital, il faut réellement avoir une stratégie fiable et durable. Et donc, voilà un peu comment mon parcours, ça m'a permis de passer par 2 étapes avant d'arriver là où je suis actuellement. Et ensuite, est-ce que le fait d'être allé à l'étranger a accompagné ce que nous sommes en train de faire? Je dirais oui, parce que ça m'a permis effectivement de me former, de mieux me former, de travailler avec des chefs d'entreprise d'un certain niveau, ensuite d'acquérir de l'expérience et de l'expertise que je suis justement en train de faire valoir en ce moment. Mais la réalité ne change pas, enfin, les réalités des choses ne changent pas que l'on ait accès à des expertises externes ou qu'on soit resté au pays. Les réalités sont toujours les mêmes parce que l'écosystème est là. Les acteurs sont toujours là avec leur mindset et leur perception des choses.
Et une des choses qui me paraît importante de souligner, c'est un peu, si vous voulez, je vais prendre l'exemple de l'Angleterre parce que j'aime beaucoup l'intelligence économique, ça fait partie de mes domaines de compétences. Quand on analyse un peu la stratégie nation de l'Angleterre, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que ils ont créé une synergie entre la formation, c'est-à-dire l'université, les écoles, les universités et le secteur privé, pour permettre une diffusion des connaissances dans les deux sens, c'est-à-dire de l'université vers les entreprises et des entreprises vers les universités. Normalement, dans les pays, dans les pays développés, ce qui se fait, c'est que la formation elle-même intègre le secteur privé. C'est-à-dire les programmes et les curricula de formation tiennent compte des besoins réels de l'environnement, enfin, du secteur privé et ensuite des orientations stratégiques qu'un pays met en place. Mais quand on vient chez nous, on n'a pas la possibilité d'identifier clairement quelle est la stratégie qui est mise en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre la formation et le secteur privé. Normalement, la formation est là pour apporter de la ressource humaine, de l'expertise, du savoir-faire pour le secteur privé, pour améliorer encore la compétitivité de ce secteur privé. Mais dans nos différents pays, on ne constate pas. Par exemple, nous, de façon spécifique, il y a des profils, si vous voulez, des compétences qu'on ne parvient pas à trouver sur place. Donc, nous sommes développés des expertises pour l'entreprise. Parfois, on est obligé aussi d'aller chercher de l'expertise à l'étranger. Bien sûr, à notre niveau, on fait comme on le peut, mais il reste encore énormément de choses. Donc, il y a cette déconnexion entre les différents acteurs économiques qui devaient travailler ensemble de la performance et de la compétitivité au niveau national qui n'existe surtout pas. Bon, je vais m'en arrêter là et peut-être s'il y a des questions au fur et à mesure, on va évoluer. Merci beaucoup, Gounou. C'était très instructif et je pense que vous avez pointé du doigt l'une des principales problématiques qui est la connexion entre le secteur privé et la formation afin de promouvoir la compétitivité et avoir une croissance un peu plus inclusive. Et sur ces mots, ça tombe bien, ça me permet de faire la transition vers Mamadou Sansi Koulibaly, qui est un exemple malien et africain du secteur privé, car tout au long de votre carrière, vous avez dirigé une cinquantaine d'entreprises au Mali, qui emploient plus de 2000 personnes, autodidacte dans le secteur privé et de l'initiative économique, car je rappelle que vous êtes ingénieur mécanicien de formation, et aujourd'hui leader du patronat malien dans un environnement des plus complexes. Vous dites que c'est le métier qui anoblit et le métier ne s'apprend pas à l'école, car pour les jeunes, sortir tout de suite de l'école et gagner 500 000 francs CFA, c'est des emplois précaires, ça n'ira pas très loin. Mais si ces jeunes ont un métier, c'est garanti, et c'est ceux qui ont un emploi qui vont au chômage. Donc, par conséquent, les deux premières questions qui me viennent à l'esprit, c'est comment essayer de remédier au chômage grâce au secteur privé, mais également comment garantir la décence et la stabilité des emplois créés, et en quoi les politiques publiques économiques influencent de nombreuses manières les initiatives prises par le secteur privé et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Fatou, vous avez bien résumé un peu mon parcours et je vous remercie pour cela. Il faudrait qu'on se dise une chose, rien n'est figé dans le temps ni dans l'espace.
il faudrait que les jeunes comprennent une chose, qu'il faut obligatoirement apprendre un métier. Quelle que soit la formation que vous avez reçue, ayez un métier. Parce que nous sommes sur un continent où depuis l'indépendance de nos pays, nous traversons des crises successives, des crises économiques successives. Et les personnes qui nous dirigent, les politiques et autres, mettent toujours sur le dos d'autrui. Ce n'est pas eux la faute, c'est la faute de l'autre. Et pour cela, il faut que la jeunesse puisse comprendre aussi tout ce qui arrive à notre continent, c'est la mauvaise gouvernance, la très mauvaise gouvernance qui arrive, qui fait que les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer, les jeunes n'arrivent pas à se prendre en charge. Cette mauvaise gouvernance, il y a tout là-dedans. Et les jeunes ne regardent que ça. Vous prenez le cas d'un douanier qui vient d'arriver à la douane il n'y a même pas 2 ans, le deuxième année, il a une grosse Mercedes, machin. Les jeunes vont penser que c'est comme ça la vie. Il n'a fait que voler ces douaniers. Cette mauvaise gouvernance, il faut qu'on lutte contre ça, sinon on n'avancera pas. Et cet argent volé vient de vos parents. Ce sont nos impôts, ce sont nos taxes, c'est ce qu'on devrait payer dans la caisse de l'État qui n'est pas arrivé dans la caisse de l'État, qui font que vous regardez ces jeunes qui ont la chance d'aller vers ces emplois où c'est l'État qui gère, c'est l'État qui s'occupe de tout ça. Donc, il faudrait qu'on lutte d'abord ensemble contre la mauvaise gouvernance. Tant qu'on n'a pas combattu ça, tous ces discours n'iront pas loin. Et ça, il faut que les jeunes comprennent que tous, on se donne la main pour lutter contre cette mauvaise gouvernance. C'est le cas au Sénégal aujourd'hui. Comment on peut faire 1 an de confinement dans un pays pauvre et que les jeunes laissent les gouvernants diriger? Ce n'est pas possible. Maintenant, le Sénégal est dans cette crise. Il y a 6 mois, nous, on était dans cette crise au Mali. Ainsi de suite. La Guinée, c'était quelques mois. Ça va venir. Il faudrait qu'on arrive à créer un écosystème. Et cet écosystème qui permet que les jeunes puissent avoir un métier, il n'y a que le secteur privé, les investisseurs privés qui pourront donner cette opportunité. Ce n'est pas le public qui va donner cette opportunité. Le public ne pourra jamais venir en aide aujourd'hui en Afrique parce que, d'abord, le secteur public africain dépend complètement du secteur public étranger. Et si vous regardez dans tous nos pays, sans exception, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, partout, c'est le privé étranger, l'investisseur étranger qui paye 80% de nos impôts. C'est eux qui travaillent. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait qu'on arrive à apprendre d'eux. Et nos pays ne pourront que se développer. Les jeunes ne pourront trouver des emplois que si demain, ils arrivent à faire comme ces investisseurs étrangers privés qui arrivent chez nous. C'est le début du développement. C'est eux qui viennent investir. L'investissement public, que ce soit américain, français ou danois, ça ne profite pas au secteur privé africain. Ça profite que des politiques qui s'emparent de nos richesses. Dès que l'argent rentre dans le trésor public, ça disparaît et on ne sait même pas par où c'est parti. S'il faut créer cet écosystème, il faudrait que tous, on se donne la main pour que demain, nous puissions faire venir les investisseurs étrangers privés pour que les jeunes puissent faire de l'auto-emploi. C'est-à-dire
vous avez appris un métier, vous vendez votre force à cette entreprise comme auto-employeur de cette entreprise. Et ça commence par là. Après, vous allez faire la sous-traitance et vous allez encore faire la co-traitance parce que vous montez de grade. Une fois que vous avez eu tout ça, c'est en ce moment que vous pourriez avoir cette acquisition du savoir-faire, du bien-faire des Occidentaux. Tant que vous n'avez pas ce savoir-faire et le bien-faire de ces Occidentaux, vous allez toujours continuer à donner des dessous de table à ces fonctionnaires véreux qui nous gouvernent et qui nous harcèlent tous les jours. Ça, c'est très important qu'il faut savoir. Une fois que vous avez ce savoir-faire et ce bien-faire, et que c'est en ce moment seulement que votre entreprise existe, que votre entreprise peut faire face à la concurrence étrangère. Et pour faire face à la concurrence étrangère ou à la concurrence des investisseurs privés qui arrivent dans nos pays, il faudra avoir le savoir-faire et le bien-faire de ces personnes, parce que nous coûtons beaucoup moins cher s'ils font venir un étranger de Paris ou d'Amsterdam. Vous coûtez moins cher, vous êtes là, ils sont obligés de vous utiliser, d'utiliser votre entreprise parce que vous êtes moins cher, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est en ce moment que vous exitiez et que cet investisseur ne va pas chercher un Sénégalais au Mali pour le faire venir au Sénégal parce qu'il trouve quelque chose où ce qu'eux, ils prennent pour le développement, pour de l'entreprise, vous savez bien faire ça et qu'ils gagnent, vous gagnez. Et on dit aussi que dans l'agriculture, on pousse tout le temps les jeunes à aller vers l'agriculture. Oui, il faut aller produire, il faut aller produire. C'est pas comme ça. L'agriculture, quand on regarde les Occidentaux, ils ne sont pas venus du jour au lendemain. Les jeunes, allez-y, faites l'agriculture. Non. Il y a une procédure qu'il faut mettre en place. Et cette procédure, ça prend du temps. Il faut d'abord massifier tout. Il faut densifier, il faut mutualiser. C'est en ce moment qu'on pourra faire de la production agricole pour un développement de l'agro-business. Si tel n'est pas le cas, les jeunes vont partir. 5 ans après, ils vont quitter. Même s'ils restent, ils le font par amour et non pour gagner de l'argent. Et on nous dit très souvent aussi que notre démographie, on ne pourra pas se développer avec la démographie qu'on a dans nos pays. C'est vrai, mais il faudrait qu'on transforme ça en opportunité. C'est des jeunes, ils ont moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Même s'ils ne sont pas allés à l'école, ce n'est pas l'école c'est pas l'école de moi que j'ai vécu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est une nouvelle école. C'est une nouvelle façon d'apprendre. C'est une nouvelle façon de gagner de l'argent. C'est l'ère du numérique. Moi, quand je prends mon téléphone, je peux mettre 2-3 minutes avant de trouver quelque chose. Un petit gamin de 6 ans qui n'est même pas allé à l'école encore, il prend mon téléphone, il fait tout ce qu'il veut dedans. Donc, on est dans l'ère numérique, c'est dans l'ère gène. Et il faudrait qu'on exploite cette démographie pour que ça soit une opportunité chez nous. Les investisseurs privés, étrangers, on en a besoin. N'ayez pas honte de dire à vos gouvernements, nous, on a besoin de ces gens. C'est eux qui vont nous apprendre à ne pas faire de la corruption. Parce que chez eux, ils ne le font pas. C'est eux qui vont nous faire comment il faut bien faire. C'est eux qui vont nous dire qu'ils ont le capital, on peut mettre à votre disposition. C'est l'investissement privé, c'est le capital privé qui peut faire le développement du privé africain. Que ce soit dans tous les métiers, aujourd'hui c'est comme ça.
Mais quand on dit aussi, ouais, l'Afrique est riche en matières premières, tout ça, les matières premières, tout ça, c'est pas à notre portée. Le capital manque en Afrique. Le savoir-faire manque en Afrique. Vous avez vu déjà une grosse entreprise française qui exploite de l'or quelque part dans le monde? Non. C'est un petit groupe d'entreprises anglo-saxons qui exploitent presque 90%, plus tous les orpailleurs qui sont dans nos pays, qui produisent l'eau. Donc, ne faisons pas une fixation sur les matières premières, surtout les matières extractives de nos sous-sols. On n'a aucun moyen de le faire. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment il faut faire. Il faut participer à l'exploitation de ça en ayant un rôle de, comment dirais-je, de co-traitant ou de sous-traitant. Dans l'or, on ne gagne pas grand-chose. Dans ces minéraux, c'est la bourse. Toutes ces grandes mines, ils gagnent à la bourse. Quand ils découvrent les mines, ils vont valider ça à la bourse prend un coup, ainsi de suite, et ils exploitent. C'est des valeurs de refuge. Quand la crise commence, les gens achètent de l'or, machin, tout ça. L'exploitation de l'or n'enrichit pas une entreprise extractive de l'or. C'est impossible. Le coût est élevé, ça prend du temps, énormément de temps. Donc, ne faisons pas de fixation. Exploitons ce qu'on a, ce qu'on peut exploiter aujourd'hui. La jeunesse africaine, vous êtes là, vous n'avez pas accès au capital dans nos pays. Parce que même si vous avez accès au capital, ça coûte excessivement cher. Et si vous partez dans une banque, minimum, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, vous avez entre 6 et 7% de taux d'intérêt. Si vous êtes dans une entreprise qui produit, comment vous allez gagner? Peut-être vous n'avez même pas 10% pour être compétitif. Il faut payer. Vous ne pourrez pas payer, vous ne pourrez pas produire. Donc, je n'ai jamais vu un jeune qui commence en s'endettant à la banque pour démarrer son activité et qu'aujourd'hui, il est sur un boss. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Il faut aller avec les moyens qu'on a. Il faut qu'on arrive à transformer tout ce qui est autour de nous en opportunité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mamadou Santi Koulibaly pour ces mots. Ils sont très percutants et je pense qu'il y a pas mal de réactions déjà dans notre chat. Donc, je vais laisser à présent José, Aodé Herbert et Théo Mallet qui sont à la régie. Peut-être commencer par diffuser les premières questions qu'on a reçues au sein du chat. Donc, Théo, José, c'est à vous. Bonsoir à tous. Donc, on a d'abord une première question de la part d'Ahmed Diallo, qui est assistant coordinateur du YILA et également doctorant à l'UGB de Saint-Louis, qui pose comme question à Abdul Khadr Diallo, comment résoudre, au Sénégal, on sait qu'il y a une inadéquation entre la formation universitaire et le marché du travail. Concrètement, comment résoudre cette équation préoccupante? Merci, M. Diallo, pour votre question. Merci beaucoup à la régie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule réponse à cette question-là, mais d'après mon expérience, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire des formations professionnelles. Comme l'a dit monsieur le chef du patronat au Mali, il faut que les jeunes que nous formons aient des métiers. Il est inconcevable aujourd'hui qu'on ait des jeunes qui restent 3 ans ou 5 ans sans expérience professionnelle. Et une expérience professionnelle, ce n'est pas juste aller dans une entreprise, c'est faire un stage dans une entreprise, c'est développer un projet pour une association, c'est auto-entreprendre, comme vient de le dire monsieur le chef du patronat du Mali. Donc pour moi, il faut d'abord qu'on développe des formations professionnelles et techniques et qui poussent les jeunes à avoir des métiers. Maintenant, comment choisir les formations à développer?
Il faut juste interroger la plus grande partie des entreprises de ce pays. J'ai vu tout à l'heure une étude en faisant mes recherches qui dit qu'on a plus de 2 millions d'entreprises informelles au Sénégal. C'est plus de 2 millions d'entreprises informelles. C'est la plus grande masse d'entreprises au Sénégal. Donc, ce sont ces entreprises-là qu'il faut qu'on attaque. Il ne faut pas qu'on cherche à attaquer les entreprises formelles où vous devez vous asseoir dans des bureaux. Il faut développer des métiers de vente, il faut développer des métiers de production, il faut développer des métiers de conceptualisation, bien d'organisation ou de management, mais pour ces entreprises-là, en fait. Il faut voir comment faire passer une entreprise du quartier de 1 à 2. Au lieu d'avoir juste une boutique, comment aller vers 2 boutiques, par exemple. Au lieu de produire 1 kg, comment produire 2 kg. Au lieu de vendre à 1 client par jour, comment vendre à 2 clients par jour. C'est en essayant d'atteindre cette croissance-là que nous allons être obligés de revoir comment former ces jeunes et d'accompagner ces entreprises-là. Et mon dernier point, c'est juste une dernière chose, c'est de viser l'international. Parce que quand on veut juste viser l'économie locale, ça ne suffit pas. Il faut qu'on essaie d'exporter nos services et nos produits à l'international. Et cela passe forcément par l'apprentissage des langues internationales, notamment l'anglais et le français. Rien que ces 2 langues, il faut les parler au moins correctement un temps soit peu. Voilà, je pense que la réponse ne se limite pas à ça, mais pour moi, ce sont vraiment les points essentiels parce que les universités forment des académiciens, ils forment des professeurs, ils ne forment pas des travailleurs. Et c'est ça qu'il faut fondamentalement changer à mon humble avis. Merci. Merci beaucoup, Abdoul Diallo, pour cette réponse. Je voudrais adresser la prochaine série de questions à Gounou Moutawakilou du Bénin. Alors, déjà, pour l'exposé, il y a certains éléments, mais vous allez revenir rapidement pour répondre en cas des préoccupations de nos participants qui concernent donc les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entrepreneur, les risques que vous avez dû encourir pendant votre parcours d'entrepreneur, quels ont été les possibles appuis que vous avez eus. Et ce serait intéressant de partager avec nous les difficultés surtout liées à l'environnement institutionnel pour entreprendre en Afrique. Donc, dans votre cas, pour le cas du Bénin. Donc, Gounou. Je vais essayer d'expliquer quelques fondements ou quelques bases pour permettre de comprendre les réponses que je vais donner ensuite. C'est que, bon, désolé, tout de suite, j'ai été un très bon élève, donc là, je vais essayer d'expliquer un peu plus en profondeur, un tout petit peu. C'est que nous avons, le monde a connu, je vais dire, 3 différentes révolutions, ou si vous voulez, trois révolutions. On a connu 3 époques, différentes époques, l'époque agraire, l'époque industrielle, et ensuite là, nous sommes dans la 3e révolution, qui est la révolution numérique, ici, si on peut, la révolution de l'information. Alors, il se fait que jusqu'à pendant la période, la révolution industrielle, l'époque industrielle, ce qui s'est passé, c'est que, je reviens toujours sur la compétitivité et ce qui crée la performance. C'est que vous soyez capable de produire en volume, que vous soyez capable de faire, si vous faites par exemple de l'eau minérale, que vous soyez capable maintenant d'en produire 1000, 2000, 3000, 1 million, 2 millions, que vous soyez capable de contrôler la distribution. Et donc là, l'accès au capital devenait un élément clé, un facteur qui permettait à une entreprise d'avoir une croissance exceptionnelle ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution de l'information, c'est qu'aujourd'hui, la révolution de l'information plus la crise économique de 2018, c'est que les bases de ce qui crée la performance ou la compétitivité ont fortement évolué. Et cela, c'est d'abord la révolution technologique qui permet cela, et ensuite, le changement des fondements de l'économie et des finances.
Et ensuite, maintenant, je vais revenir sur les questions posées. C'est que ces différentes révolutions que je viens d'énumérer ont eu un impact sur la structure même de ce qu'est l'économie et les fondements de la finance. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans notre écosystème en Afrique, surtout de l'Ouest, nous sommes encore restés figés sur les réalités de l'époque industrielle. Et parfois même au pire, bon, là c'est au meilleur des cas, sinon on a encore les fondements de l'époque agraire. Et donc aujourd'hui, ce qui vous avez en face des environnements, enfin des pays ou des espaces dans le monde où le capital devient une commodité. Ce que j'appelle une commodité, c'est que le capital n'est plus, l'accès au capital n'est plus aussi complexe que dans notre écosystème. Vous avez l'accès aux technologies qui n'est plus un facteur limitant chez nous, ailleurs autant que chez nous. Et ensuite, quand vous avez ce genre et la ressource humaine, justement, c'est ce dont on est en train de parler tantôt. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un environnement, okay, où un entrepreneur ou un jeune entrepreneur, comme nous, hein, je pense que l'environnement du Bénin ne diffère pas de celui du Sénégal ou du Mali. Donc, on a un environnement où le jeune entrepreneur est obligé de construire, si vous voulez, sa charpente de A à Z. Que ce soit au niveau du capital, que ce soit au niveau de la ressource humaine, que ce soit au niveau des chaînes de distribution, que ce soit parfois même l'énergie électrique. Et donc, quelles sont les difficultés auxquelles on a été confronté, en tout cas particulièrement moi? C'est en fait sur toutes ces chaînes. Donc, pendant que, je vous donne un exemple, moi j'ai pris 3 ans, d'accord, pour parvenir à atteindre un niveau d'investissement qui atteint le niveau où on peut dire oui, maintenant on est une entreprise. Et je ne peux même pas dire qu'on a encore le niveau de compétitivité qui nous permet de concurrencer efficacement sur les produits d'importation. Déjà, sur notre propre marché, on a un environnement qui, enfin, je ne sais pas si je vais être peut-être un peu radical en disant qu'on a un environnement qui est une passoire. C'est-à-dire que dès que vous voulez importer de l'alimentation, d'accord, vous l'importez, vous commencez par distribuer. Mais moi, parce que je suis un acteur local, avant de mettre sur le marché, je suis obligé d'abord d'avoir des certifications, de passer par des processus. Et en face, on dit oui, c'est parce que ce qui est produit à l'étranger est forcément de bonne qualité. Mais c'est une façon aberrante d'appréhender les choses. Ça fait un. Deuxièmement, vous avez l'administration. Okay, pour une start, nous avons des charges administratives. Si je prends par exemple le fait de faire certifier ses états financiers, c'est une charge fiscale, ce n'est pas une charge de production, ce n'est pas une charge stratégique, c'est une charge fiscale. Si vous êtes obligé, en tant que start-up, d'avoir une équipe financière et administrative, ça, c'est une charge fiscale. Parce qu'il y a des environnements où vous avez un système qui vous permet, vous, en tant que... Bon, si vous avez des formations, enfin, vous n'êtes pas obligé, en tout cas, d'avoir une équipe financière et une équipe comptable et administrative. Ça, ce n'est pas des charges, surtout au début, dans les 3 années, ce n'est pas des charges de production, c'est des charges administratives presque inutiles. Donc, il y a tout un tas de boulots d'étranglement pour lesquels des jeunes entreprises sont obligées de passer du temps, d'allouer des ressources pour pouvoir y faire face et ne pas menacer la continuité de leurs activités. Ensuite, bon, il y en a tellement pour les difficultés. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas m'éterniser sur les difficultés. Il y en a énormément. Chaque secteur avec ses spécificités et ensuite chaque entreprise, chaque forme d'entreprise avec ses réalités. Mais venons sur il
il y a aussi des facilités. Par exemple, moi, en 2018, j'ai été lauréat de la Fondation Tony Elumelu. Ça a donné une certaine crédibilité sur ce que nous faisions. Moi, je me rappelle, en 2017, quand on avait commencé, les gens nous prenaient pour des fous. Même jusqu'à présent encore, les gens ne continuent pas à se poser la question, est-ce que réellement, c'est nous qui produisons ce chocolat? Est-ce que réellement, c'est nous qui produisons ça? Mais pourtant, si. C'est-à-dire que par exemple, le prix de la fondation a permis que notre voix soit portée, que les gens commencent à nous écouter. Bon, c'est vrai, moi j'avoue, je ne suis pas très regardant sur qu'est-ce que les gens font pour nous faciliter les choses, mais nous on a une stratégie, on a une vision de long terme, et ensuite qu'on a décliné en des stratégies. Et ces stratégies, pour l'instant, nous permettent quand même d'être efficaces, de la croissance et de se développer. Donc, est-ce qu'on a bénéficié d'autres appuis? En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On fait un fonds propre et parce qu'on a un bon plan, on a certainement une bonne stratégie et parce qu'on fait confiance aux experts pour nous accompagner. Et bien sûr, tout ça a un coût, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de déployer pour avancer au fur et à mesure. Je vais m'en arrêter là pour ne pas éterniser, monopoliser la parole. Merci beaucoup. Ensuite, on a une question de Hadi Kamara qui, je pense, s'adresse à Monsieur Mamadou Sinsi Koulibaly. C'est comment motiver la jeunesse à s'impliquer dans l'entreprise et l'initiative économique, alors que la plupart de nos États ne prônent pas les initiatives privées. Bien, ce n'est pas nos États qui vont faire en sorte que les jeunes ils puissent aller vers les initiatives privées. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent être d'abord très créatifs et très innovants. Tant que vous n'avez pas l'innovation et la créativité, vous ne pouvez pas aller dans la production. Vous ne pouvez pas être un maître de l'entreprise. Tout a été créé, tout est là. Il suffit d'ajouter l'innovation et une petite créativité autour de ça. Si je prends un exemple, n'importe quel exemple aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez faire de l'industrie, alors que l'industrie, c'est le volume. Vous êtes en compétition avec les Chinois, avec les Français et les autres pays africains. Donc, ça va être très difficile avec un petit capital que vous puissiez faire face à ces grosses entreprises qui produisent des millions d'articles par jour. Vous êtes là en train de produire 500, 600 par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover. Il faut personnaliser. Il faut aller vers l'artisanat. L'artisanat, aujourd'hui, les produits artisanaux, ça coûte cher. Il n'y a pas de produits artisanaux aujourd'hui dans le monde qui est 100% artisanal. Si je prends par exemple les babouches marocains, on dit c'est l'artisanat marocain, c'est ceci. C'est des produits chinois qui sont collés, qui sont faits là-bas et qui reviennent, on met la petite touche marocaine là-dessus ou la petite touche sénégalaise là-dessus. C'est des babouches qui ne sont pas cousues. Il faut faire 2 coutures, 3 coutures. On peut marquer le nom d'un mouride, d'un marabout mouride, on peut marquer le nom d'une ville, machin, changer l'emballage, l'étiquetage, machin, pour en faire un produit artisanal. C'est ça la créativité. Et c'est la même chose que ce soit dans l'alimentaire aussi, c'est le volume. Mais il faut aller vers le bio en attendant de trouver les moyens nécessaires pour que vous puissiez être un vrai producteur industriel. Et c'est cela que les jeunes doivent faire. Il ne faut pas voir loin tout de suite, mais si vous êtes innovant, si vous êtes créatif, c'est les autres qui viendront investir dans votre entreprise. Ce n'est pas l'État qui va vous aider. Nos États ont autre chose à faire. Ils n'ont même pas fini de piquer l'argent de vos parents. Vous croyez qu'ils vont vous aider à faire quoi que ce soit? Non, vous êtes seul dans ce monde. Et vous devrez faire travailler la matière grise chez vous. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut que les jeunes
se prennent en main, se disent, je veux faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le processus. S'il y a un chocolatier, je ne sais pas, à Dakar, demandez-lui de vous faire, je ne sais pas, un modèle de téléphone à chocolat. Vous dessinez votre packaging, les machins, c'est adressé à qui, si c'est des bio, si c'est... Vous commencez comme ça, et petit à petit, les autres vous verront, les gens viendront investir chez vous, dans votre entreprise. C'est comme ça que vous serez un gros entrepreneur. Soit vous restez dans ce domaine pour ne pas être trop grand, ou vous voulez être trop grand, vous continuez à investir pour faire l'objet ou le produit de monsieur tout le monde. Ou si vous voulez toucher que des millionnaires sénégalais ou maliens, là, vous faites des produits bio, vous faites des produits artisanaux. Sinon, quand vous regardez tous ces jeunes qui se débattent à droite, à gauche, c'est des jeunes qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait beaucoup à l'école. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas instruits. Ils sont intelligents, ils sont créatifs. C'est pourquoi ils réussissent dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait Bac plus X qu'ils vont réussir. Ceux qui font Bac plus X, c'est eux qui demandent toujours l'intervention de l'État. Vous n'avez pas besoin de nos États. Vous avez besoin de votre matière grise. C'est ça qu'il vous faut pour le travailler, pour dire qu'il faut que je réussisse, il faut que j'innove. Et si j'innove, je vais gagner de l'argent. Ce n'est pas les autres qui viendront vous proposer quoi que ce soit. Cette question, je le dis, on me pose souvent cette question pour me demander comment on fait. C'est comme ça qu'il faut. Les jeunes, il n'y a pas d'autre solution. La créativité et l'innovation dans tout ce que vous faites. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on a une question de la part de Serge Kouakou, qui, je pense, peut s'adresser à Abdul Khadr Diallo ainsi que Mouta Wakilou Gounou. C'est bonjour, en Côte d'Ivoire, les formations professionnelles en agronomie sont légion. Le problème, c'est qu'il y a peu d'accompagnement pour l'installation. Du coup, les jeunes sont formés, mais restent toujours au chômage. Quelle stratégie efficace peut-on mettre en place pour absorber cette jeunesse qui ne demande qu'un peu de financement pour entreprendre? Première chose, c'est que personnellement, je ne crois absolument pas à l'utopie qui consiste à dire que tout le monde peut entreprendre. Pas partie de ceux-là qui croient en ce genre de slogan qui consiste surtout aux acteurs politiques de refouler ou bien d'envoyer leurs responsabilités vers les autres. Je pense que nulle part d'aller au monde, on peut avoir, nulle part au monde, tout le monde ne peut entreprendre. Cependant, je crois sur le fait que l'entrepreneuriat, ma perception, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une question romantique. C'est une décision profonde qui répond à des aspirations. On est conscient des risques, on est conscient des sacrifices que cela demande. Et ensuite, on est prêt à prendre quelqu'un un vrai entrepreneur qui a des facilités pour s'installer, normalement est capable d'aller au-delà. Parce que par principe, en fait, une personne efficace, c'est une personne qui est capable de transformer, en tout cas dans les réalités dans lesquelles nous sommes. Un bon entrepreneur, c'est une personne qui est capable de transformer une information en une opportunité, ensuite une opportunité en richesse. En fait, c'est ça. Et donc, si on est dans un environnement, bon, bien sûr, tout n'est pas parfait, où on a une facilité pour s'installer, j'estime que c'est déjà un grand pas. En tout cas, moi, dans mon cas, je vais dire nous, dans notre cas maintenant, puisque je ne suis plus tout seul, on n'a pas eu des facilités de cette nature, en tout cas.
Et donc, j'estime que si on a des facilités pour s'installer, c'est déjà un grand pas. Bien sûr, on peut toujours rester là, demander mieux, on peut toujours rester là, se dire, mais pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça. Mais toujours est-il que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est conscient de l'environnement dans lequel il agit, dans lequel il veut se développer. Ensuite, qui identifie ses avantages, ses forces. Ensuite, qui met en place un vrai plan, une vraie stratégie pour gagner peu importe la situation. Ça, c'est un vrai entrepreneur. Bien sûr, après, moi, je vois le reste comme étant des bonus et non comme étant des... Alors, on a une petite panne technique. Bon, ça devait arriver, certainement. Du coup, en attendant que Gounou nous rejoigne, peut-être Abdelkader, si tu souhaites développer un petit peu sur cette question. Merci Fatou. Je pense que ce n'est pas une question de, à mon humble avis, je pense que tout le monde, moi personnellement, je pense que tout le monde peut être entrepreneur parce que même un employé lambda qui fait bien son travail, il est entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a des problèmes devant lui au quotidien auxquels il fait face et il trouve des solutions à ces problèmes. Et en contrepartie, à la fin du mois, il a un salaire. Et moi, je pense qu'il faut revenir à l'échelle du jour ou bien même de l'heure. En France, par exemple, souvent, il y a des métiers, quand vous travaillez, vous êtes payé à l'heure. Par exemple, enseignant qui donne des cours particuliers, ainsi de suite. Et je pense que le jeune en Côte d'Ivoire qui fait de l'agriculture, qui est formé pendant 3 mois, 6 mois, qui à la fin de la formation, il n'a pas d'argent pour démarrer son projet agricole ou bien son agro-business, il faut qu'il regarde autour de lui comment est-ce qu'il peut saisir des opportunités, même si c'est par jour ou par heure ou bien par semaine. Par exemple, il y a des métiers, moi je vois ça au Sénégal. On a des métiers, par exemple, qui paient chaque jour. Je donne un exemple, 10 € par jour, c'est un début, mais il faut savoir commencer par là où vous êtes, avec ce que vous avez, afin d'atteindre ce que vous voulez avoir. Il ne faut pas, à mon humble avis, attendre l'opportunité idéale. Il faut commencer avec ce que vous avez. Si vous êtes destiné à être un grand entrepreneur qui emploie 10 millions de personnes, vous le deviendrez. Sinon, vous allez juste employer vous-même. Ou bien demain, peut-être, vous allez vous reconvertir et être salarié dans une entreprise qui va être satisfaite ou bien séduite par votre profil. Moi, je pense qu'il y a des petites opportunités que, comme je suis vraiment de l'avis de M. Momodou, c'est ainsi, qui dit qu'il faut que les gens soient des auto-employés ou ils fassent de l'auto-entrepreneuriat à une échelle très, très, très réduite. Ça peut être juste de la livraison. Aujourd'hui, on a une floraison d'entrepreneurs qui se développent dans la livraison. Vous livrez un colis, ça fait 1000 francs, 1500 francs CFA par livraison. Il faut qu'on commence petit, avec des choses simples, avant d'aller vers des choses plus complexes comme travailler dans un grand champ agricole de 1 hectare, ainsi de suite. Si ça ne suffit pas aussi, regardez ce qui marche déjà et travaillez en partenariat avec quelqu'un pour l'aider à faire plus. Et une fois que vous arrivez à faire plus avec lui, vous prenez une commission. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation ou bien la vente. Mais moi, je suis fondamentalement convaincu du fait qu'il faut que les jeunes soient des entrepreneurs individuels à là où ils sont. Maintenant, s'ils trouvent des opportunités, ben, qu'ils les attaquent en fait, qu'ils en profitent. C'est ça mon humble avis. J'espère que ça servira. Mais moi, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un grand champ de plusieurs centaines d'hectares, un campus et émerger là-bas 100 000 jeunes Africains qui vont créer une nouvelle ville de demain. Voilà. Très inspirant et je te le souhaite. Mamadou, allez-y. Oui, je le complète pour dire que le travail a changé de visage. Ce n'est plus ce qu'on voyait dans les années 80 avec un bulletin de paie, machin. Ça, c'est fini. Il faut que les jeunes se disent ça. Le travail a complètement changé. Il faut se vendre et faire de l'auto-emploi. Et si vous voulez travailler, c'est à votre propre compte. Moi, à partir de 2025, je ne vais plus embaucher. Je sous-traite à des jeunes qui ont de l'expérience, qui veulent gagner plus. Plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent.
Et le contrat de travail, c'est fini. Il faut oublier. Il faut que vous, les jeunes, vous oubliez que le contrat de travail, il faut mettre une croix. Prenez-vous tout de suite et faites de l'auto-emploi. Il vient de dire, prenez une moto et faites de moto-taxi. Voilà. Moi, j'ai créé une société de moto-taxi il y a 4 ans. Au Mali, personne n'en voulait. J'ai dit, bon, les motos, vous les faites, vous m'amenez X francs par jour. Voilà, je mets la plateforme en place, c'est la plateforme qui m'intéresse. Conduire les motos, embaucher des gens, je ne peux pas gérer. Et le code du travail est tellement compliqué aujourd'hui. Il y a tellement de taxes sur les salaires, il y a tellement de charges sociales sur les salaires. Si tu donnes 100 000 francs CFA à quelqu'un, il faut débourser presque 200 000, le double. Les charges sociales et tout. Personne, aucun entrepreneur ne va aller dans ce sens. Et ces gens qui font les mototaxis, ils viennent, ils font leur truc, ils s'en vont. Ceux qui gagnent dans la journée, ils gagnent. Moi, ma plateforme, ils passent par ma plateforme et chaque transaction, ils me payent et c'est fini. Et je l'ai développé. Aujourd'hui, il y a plein de petits machins, sociétés de taxis, la concurrence, et ça me pousse à être créatif et innovant pour ne pas que ceux qui viennent après moi me dépassent. Donc, je suis obligé d'innover, de trouver les moyens et tout. Maintenant, si vous dépassez ce stade, il faudrait vous dire, vous voulez rentrer dans la production, il faudrait utiliser des machines numériques. Il ne faut jamais aller dans les trucs électromécaniques, machin. Ça, c'est fini. C'est le numérique. Les machines numériques, ils sont rapides, ils sont intelligents, ils ont un bras robotique, si vous voulez, et il y a une vitesse de production qui peut se faire. Alors que sur les machines électriques et autres, tu ne peux pas atteindre un certain nombre de vitesses, tu ne peux pas mettre un bras robotique pour utiliser moins de personnes. Moi, mon usine, si je produis, c'est quelqu'un qui vend. C'est son métier, il vend. Moi, je n'ai ni client ni autre chose. C'est lui mon vendeur, il n'est pas employé chez moi, il vend, il me verse, je lui verse. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut jamais prendre votre métier que vous allez faire tout seul. Il faut partager. C'est l'économie de partage, c'est cette économie-là qui va aller loin demain. Et vous serez que des communaux ensemble pour faire une production, pour faire une distribution, pour pouvoir manger. Et c'est cette économie de partage social qui permet demain que tout le monde puisse travailler s'il veut travailler. S'il ne veut pas travailler, il sera un paria, mais le travail va exister partout. Ce sera un travail qui sera ni taxé, ni verbalisé parce que vous avez licencié quelqu'un, il faut aller au prud'homme, il faut ceci, cela, tout ça, ça va finir. Le monde appartiendra à ceux qui veulent travailler pour eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Et votre intervention à tous les deux me pousse un petit peu à la réflexion suivante. À un moment donné, parce que vous avez touché le mot charge sociale, taxes, etc. Et à la base, normalement, ces charges sociales permettent justement de pouvoir fournir aux travailleurs un emploi décent, c'est-à-dire tant sur le plan de la protection sociale au travail et en dehors du travail. Et par conséquent, en fait, comment est-ce qu'à un certain moment, comment vous arrivez, tous les deux, hein, à pouvoir arbitrer un petit peu justement ces charges élevées, un profit peut-être en amorçage qui est plutôt bas au début, je dirais, mais justement, comment on pourrait tendre un petit peu en Afrique à avoir des emplois un peu plus décents, que ce soit sur ces nouveaux types d'emplois dont vous avez parlé un petit peu d'auto-emploi, comment voilà, essayer de tirer un petit peu vers la décence des emplois, que ce soit dans le secteur informel et le formel également. Donc, j'aimerais bien vous entendre tous les deux là-dessus. Bon, il n'y a pas d'emploi indécent, tous les emplois sont décents, mais il ne faudrait pas simplement se focaliser sur son domaine privé à soi. Si je dis on n'aura pas de charge sociale sur ceci, sur cela, il y aura des insurtech, il y aura des assurances. Vous voulez vous assurer pour 10 minutes,
C'est possible. Aujourd'hui, même tout de suite, là, vous voulez faire un voyage ou bien vous avez une moto, vous voulez aller de l'autre côté de la ville, vous allez sur une plateforme, la distance, vous rentrez, vous payez vos machins et vous êtes assuré. L'assurance demain où les charges ne vont coûter pinette parce que c'est des millions de personnes, ces gens que vous appelez qui sont dans l'informel. Tout le monde, si on permet tout le monde de payer 100 francs, 100 francs, ce n'est pas tout le monde qui fera un accident. Donc, c'est ça qui va permettre de faire une économie sociale solidaire. Et c'est cette économie sociale solidaire qui va faire l'évolution du monde et qui va faire en sorte qu'on va vers les coûts de production marginale qui tend pratiquement vers le zéro. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On serait des millions, aujourd'hui on est sur Zoom, ils nous donnent ça à quoi, à 1 euro, machin, mais il y a 1 million, 2 millions dans le monde qui utilisent, et eux, ils vont gagner 2 millions tout de suite. Tous les jours, ils gagnent ça. C'est parce que nous nous sommes mis ensemble pour faire baisser le coût de production. Chacun paye un petit bout et chacun a son truc. C'est ça les assurances de demain aussi. C'est ça les hôpitaux de demain. C'est ça qu'il faut comprendre et il faut commencer à réfléchir sur ces instituts, ces hôpitaux qui marchent avec des millions de personnes qui ont cotisé 1 euro et que c'est un hôpital ultra moderne, vous rentrez là-dedans, vous payez 2 euros, 1 euro, c'est comme ça, ça va être ça. Il faut qu'on oublie le capitalisme pur et dur. Ça, moi, je ne crois plus dans les 20 ans, 25 ans à venir, le capitalisme pur et dur va disparaître. Ce sera une économie sociale solidaire où nous tous, nous sommes des communaux, là, ça appartient à nous tous. On l'utilise, on laisse. Demain, le véhicule, ça appartiendra à 20, 30 personnes parce qu'on va mettre un véhicule, on sera à 10, 20 à acheter parce que j'utilise le véhicule que pour aller au bureau. Et je reste 8 heures. Entre ces 8 heures, le véhicule reste à garer. Ce qui paye, c'est celui qui a acheté. Mais si tu partages ça, une plateforme qui permet de faire, quelqu'un d'autre viendra pour faire 2 heures, un autre viendra pour faire... Voilà, le véhicule est là pour 4, 5, 6 personnes et ses coûts d'achat, ça vous coûte pinette, pas grand-chose. Et c'est à ça que les jeunes doivent réfléchir. Si vous créez votre entreprise, vous avez un copain de fac ou un copain où vous avez fait la formation, il a une moto, bon, toi tu fais la distribution, tu as un autre, bon, toi tu as fait marketing, est-ce que tu peux me construire mon truc? Tout le monde fait son petit truc et quand ça marche, et tout le monde y gagne et personne n'a mis beaucoup d'argent dans cette affaire parce que quelqu'un a eu le tilt, il a fait travailler son ménage qui ne lui a pas coûté grand-chose et qui a permis à donner de l'auto-emploi à 20, 30, 50 personnes. Merci. Merci beaucoup. Avant de revenir vers vous, Abdelhadr, il y a Gounou qui nous a rejoint. Donc, Gounou, je vais vous laisser terminer votre exposé de tout à l'heure. Et j'ai également une question. Au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver justement les produits de la marque Gounou, donc que ce soit la pâte à tartiner, mais également les tablettes de chocolat, dans quel pays en Afrique? Et également, est-ce que c'est possible de s'en procurer au niveau de la diaspora? Et quelles sont les stratégies à venir? Et je pense que ça vous permettra également de conclure et de dire quelques mots de la fin. L'Internet est parti. Bon, c'est les réalités de notre environnement. Et donc, j'ai dû changer de source d'Internet. Alors, bon, je vais revenir un peu sur les charges. La première question, comment est-ce que on fait pour réduire les charges, toutes les charges qui pèsent sur les startups? Et ensuite, répondre à votre dernière question qui est où est-ce que les produits sont disponibles. Bon, je pense que, comme je le dis encore, nous sommes à une époque où c'est pas l'acte dans l'entrepreneuriat n'a pas changé de façon synthétique. Ce qui a changé, c'est les leviers qui sont disponibles aujourd'hui pour nous plus qu'hier.
C'est qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, vous avez accès à plus de marchés, vous pouvez exposer votre innovation, vous pouvez avoir accès à plus de marchés, vous pouvez avoir accès à plus de technologies, vous pouvez réduire beaucoup de portions. Moi, je suis sûr, c'était en 95, si quelqu'un voulait faire une usine comme ce que je suis en train de faire, ça va lui coûter plus d'argent. Ce n'est pas évident que la personne atteigne ce niveau de compétitivité, de productivité. Donc aujourd'hui, vous voyez par exemple, ce qui se passe, l'innovation, ça permet d'appréhender les choses autrement. Et un peu, qu'est-ce que Uber est en train de faire aujourd'hui? C'est que les entreprises comme Uber, ils ont compris qu'en fait, l'être humain a besoin de se déplacer, mais n'a pas forcément besoin de tenir, par exemple, un véhicule. Donc, au final, le besoin fondamental, ce n'est pas d'acheter une voiture. Le besoin fondamental, c'est de se déplacer. Peu importe que ce soit la voiture de quelqu'un d'autre pour soi-même. Et donc, deuxième chose, c'est que les nouvelles entreprises comme les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que l'information nos informations digitales étaient disponibles. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme nous, notre industrie, nous prenons la matière première, nous ajoutons de la valeur ajoutée et ensuite ça devient un produit qu'on peut vendre. Et de cette même façon, l'industrie numérique fait pareil. L'industrie numérique prend des informations de base qui étaient là, hein, et aujourd'hui, cette industrie est capable de transformer ça et de vendre ça en termes de solutions, de services consommés par les entreprises ou par les individus. Donc, plus ce qu'aujourd'hui le digital apporte, c'est qu'on est capable de traiter des volumes plus élevés. Donc, ça fait forcément réduire les coûts de production, comme l'a dit M. Mamadou tout à l'heure. Et donc, ça fait réduire les charges. Et malgré ce qu'on dit, quand on fait preuve de créativité et d'innovation, on parvient quand même à avoir des niveaux de performance élevés. Bon, pour revenir maintenant sur les produits Gounou, les produits Gounou aujourd'hui sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national, en tout cas au Bénin, du nord au sud. On continue par renforcer notre présence sur le marché national. On avait commencé de l'exportation vers le Burkina et vers le Togo, mais on pense que ce n'est pas encore le moment. On va encore déployer, on s'est replié, on va développer d'autres stratégies plus adéquates. Mais pour l'instant, justement au digital, aujourd'hui, les produits nous sont disponibles partout dans le monde. Mais j'avoue, ça c'est la réalité du terrain, c'est beaucoup plus accessible pour les personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, que pour les personnes qui sont en Afrique. Parce que la chaîne logistique que nous avons fait que c'est plus efficace pour envoyer vers ces pays, ces zones que je viens de citer. Bon, mon mot de fin, si j'ai quelque chose à dire, c'est que, comme j'avais certainement commencé par dire avant que la connexion ne parte, c'est que j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, dans notre environnement, dans notre espace, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, notre écosystème a des limites et essentiellement imputables aux faiblesses ou aux failles de nos dirigeants. Mais je pense, et je continue pas à défendre ça, que nous, les jeunes entrepreneurs, nous sommes capables d'apporter des solutions, de vraies alternatives face aux limites de ce que nos différents gouvernements ont, face aux limites qu'exposent nos différents gouvernements. Et donc, grâce à l'innovation, grâce à l'audace, grâce à des entreprises saines, pérennes que nous allons construire, nous pouvons apporter de vraies solutions, non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau social. Ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup pour ces paroles inspirantes et je pense que ça sera l'occasion pour beaucoup d'entrepreneurs en herbe ou bien de futurs entrepreneurs d'avoir conscience de tout ce que vous avez dit. À présent, je me tourne vers Abdul Khadr. Donc, il y a une question
de Innocente qui dit quelles sont les dispositions que vous prenez en matière foncière dans le cadre de votre futur projet de mise en place d'une ferme de 100 hectares et si vous rencontrez également des difficultés, comment vous arrivez à les résoudre. Et j'en profite également pour vous demander un mot de la fin, sachant que vous êtes, Volcano est en pleine expansion, il me semble, avec une grosse levée de fonds qui est en cours. Donc, si vous souhaitez également nous en dire quelques mots. Merci. Pas tout. J'attendais que le micro s'active. Déjà, j'aimerais préciser un élément important, c'est qu'on ne cherche pas, par exemple, une ferme de 100 hectares, on cherche un terrain de plus de 100 hectares pour créer une ville de l'innovation. Et l'idée de cette vision-là, c'est que nous croyons fondamentalement que quand nous prenons un jeune Sénégalais, Ivoirien, Burkinabé ou Béninois et que nous le mettons dans un endroit adéquat, sa mentalité va changer. On dit souvent qu'il faut changer les mentalités des jeunes. Nous pensons avoir trouvé la solution pour y arriver, mais pour cela, il faut qu'on le sorte de son environnement immédiat pendant un certain temps. C'est comme avec les militaires, en fait. On les prend, on les amène dans un camp, on les reformate, on les resocialise avant de les remettre dans leur société, entre guillemets, normale, mais ils sont militaires à jamais. Actuellement, nous sommes en train de chercher effectivement des terrains. Nous n'en avons pas encore trouvé. Nous avons vu quelques pistes du côté de Thiès, mais c'est encore un peu cher. On est en train de voir aussi avec des organisations de l'État qui peuvent, par exemple, sous réserve que vous ayez un plan d'investissement, vous octroyer un terrain de 1, 2, 3, 10, 50, 100 hectares pour un projet structurant et qui a un fort impact économique et social. Et à ce moment-là, il y a les procédures immobilières qu'on connaît d'habitude. Il y a peut-être une délibération, puis un bail, et au bout de 99 ans, le terrain devient votre titre foncier, c'est-à-dire qu'il vous appartient et vous n'avez plus besoin de verser des taxes chaque année à l'État. Voilà. Actuellement, nous avons effectivement des difficultés pour trouver ça parce que, voilà, évidemment, 100 hectares ou bien 10 hectares, ça ne court pas les rues. Nous avons prévu de commencer peut-être avec une surface inférieure, à titre d'exemple, ce qu'on appelle en innovation un prototype de 1 à 3 hectares maximum du côté de Thiès. Et pour cette raison-là, nous sommes en train, je vais conclure sur ce point, de lever des fonds. Actuellement, nous avons trouvé un modèle innovant de lever des fonds ou bien de chercher des financements. Nous avons trouvé des personnes de la diaspora et des salariés qui croient en notre projet et qui sont intéressés par notre projet. Nous les avons organisés dans un fonds d'investissement sous forme de GIE. Et ce GIE, lui, va investir dans Volcano pour aider Volcano dans son expansion. Et l'idée, c'est que d'ici 2-3 ans, que Volcano ait son premier campus en Afrique d'une surface minimale de 5 000 m², voire 10 000 m². Et ça, c'est en voie de construction. Voilà, au moment de la fin, ce sera plutôt oser commencer. Vous avez des idées, démarrez avec ce que vous avez. Comme Fatou l'a si bien dit dans sa présentation, moi, il y a de cela quelques années, j'étais un simple étudiant qui pensait à aller à l'école, à revenir, à rentrer, à avoir de bonnes notes. Et le jour où j'ai vu que des élèves ou des jeunes de l'État du Niger étaient maltraités à cause de la couleur de leur peau, parce qu'ils avaient des problèmes, on les appelle communément les albinos, mais voilà. Et cela m'a révolté. Je me suis promis de ne plus jamais rester à ne rien faire. Mathématiquement parlant, si vous ne faites rien, vous multipliez ça par quoi que ce soit, ça ne produit rien. Même si on vous donne 1 milliard de dollars et vous ne faites rien avec, ça ne va rien créer. Donc, si on vous donne 1 franc CFA par contre, mais vous travaillez beaucoup, ça va créer quelque chose. Et en guise d'exemple, Babacar Ngom, PDG de Sedima, a créé son entreprise il y a de cela plus de 40 ans, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui fait plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. Il a commencé avec 100 euros, 60 000 francs CFA. Il a passé 20 ans de sa vie sans prendre de congé. 20 ans. Il a acheté un champ avec sa femme, ils sont allés vivre au milieu de ce champ. Et c'est ça qui donne aujourd'hui Sedima, qui aujourd'hui, il faut qu'on le dise, a une licence KFC pour ouvrir KFC au Sénégal. Et peut-être même, c'est la seule entreprise habilitée à ouvrir des KFC en Afrique, à voir. Mais tout ça pour dire qu'il faut démarrer avec ce que vous avez. Comme le chef Moumoudou l'a dit, vous pouvez livrer. Vous pouvez créer un site web. Le premier site web, moi, que j'ai créé, on m'a payé 200 000 francs CFA, ça m'a pris 2 jours. Ça remonte à plus de 7 ans. Donc, démarrez avec ce que vous savez faire. Vous êtes passionné, formez-vous. Formez-vous sur YouTube, sur Google, sur
n'importe quoi et éviter de passer du temps qui ne crée pas de la valeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoul. Je m'adresserai à vous, Mamadou. On a une question également, une dernière question. Comment vous faites pour impliquer les jeunes Maliens dans vos activités? Et je vous poserai une question personnelle. En tant que mot de la fin, de par votre expérience, quels conseils pouvez-vous prodiguer à ces panélistes, jeunes entrepreneurs, mais également à tous ceux qui nous suivent dans la room Zoom, mais également sur Facebook, ces jeunes qui souhaitent entreprendre, travailler, avoir un avenir meilleur, évoluer dans le meilleur des cas par rapport à la situation initiale de leur famille. Donc voilà, vous avez la parole. Si tu permets rapidement, Fatou, avant que M. Mamadou Sensei Coulibaly me donne son mot de la fin, une question qui lui est adressée, qui est restée sans réponse, c'est vu l'instabilité politique que nous avons dans nos États, et on a évoqué le cas du Sénégal et d'autres pays, et des difficultés liées surtout à l'environnement institutionnel. Comment est-ce que, on sait que la solution, c'est vraiment l'entreprise, l'entrepreneuriat des jeunes, mais comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, mettre en place des dispositifs pour parrainer les jeunes? Il y a une question qui vous est posée, demandez comment est-ce que vous aidez les jeunes pour parrainer à travers les success stories de ceux qui ont réussi à parrainer les jeunes, mais comment est-ce que véritablement on peut aider les jeunes à braver toutes ces difficultés, notamment sur le plan politique, mais institutionnel, pour véritablement les impliquer dans l'entreprise. Et vous pouvez répondre par votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup compris la question que vous avez posée parce que la ligne coupait. Ah oui, je me répète. La question posée par Seyba Sima, comment faites-vous pour impliquer les jeunes Maliens dans vos activités? Bien, je leur donne la responsabilité de faire. Voilà, j'ai l'idée, c'est eux qui savent faire et je donne les lignes directeurs et la personne doit faire sans l'aide de personne. Et une fois que la société est montée, c'est eux qui gèrent cette structure. Ce n'est pas moi, je suis un très mauvais gestionnaire. Je n'ai jamais su gérer une entreprise dans ma vie. Et je n'ai jamais géré non plus une entreprise. C'est pour vous dire que chacun a son rôle. Les jeunes, ils en veulent, pas de problème. J'explique le process, on trouve le financement, ils se mettent là-dedans. On est en train de créer aujourd'hui au Mali, personne n'y croit, une grosse entreprise, une industrie même de vianderie, de pressing communément. Ça peut faire jusqu'à 200 tonnes de linge par jour. C'est pas moi tout seul, l'entreprise tout seul ne peut pas. Donc, on a mis plein de pressing satellite autour. Tous les jeunes qui veulent rentrer dans le pressing, vous venez, vous investissez 1 million. Vous avez votre pressing. Vous faites vos services, vous fixez vos prix, mais il y a l'industrie derrière qui vous soutient, qui fait le service technique, le lavage, tout le reste. Et vous vendez le produit, vous êtes indépendant, vous ne dépendez pas de cette industrie. Et vous êtes dépositaire de ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire travailler les jeunes. Si vous me demandez quelle expérience j'ai pour transmettre aux jeunes, mon expérience ne permet plus à ces jeunes d'entreprendre parce que mon expérience, c'est du passé et ça évolue très, très vite. Et moi, je ne peux pas transmettre quelque chose que j'ai appris il y a 20 ans que le jeune il va gagner sa vie. Non, c'est impossible aujourd'hui. Donc, c'est que les jeunes, ce que je peux leur dire, c'est l'adaptabilité. La théorie, cette théorie de Darwin, ça s'adapte aux animaux et aux humains. Il faut s'adapter ou vous disparaissez. Et vous n'avez pas besoin d'expérience des anciens.
Ça, c'était avant, jusque dans les années 70, ça pouvait marcher. Mais l'évolution est tellement rapide aujourd'hui que ça appartient aux jeunes de s'adapter et l'innovation est là pour continuer à faire les choses. Aujourd'hui, l'expérience que moi j'ai, je n'ose pas proposer aux jeunes. Mais si j'ai des idées, je propose aux jeunes. Si quelqu'un qui peut s'adapter à cela pour avancer plus loin, eh bien, il a gagné son pari. Il ajoute autre chose là-dessus. Il peut faire cavaler l'entreprise à la vitesse V s'il veut. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, il ne faut jamais qu'on dise aux jeunes, vous n'avez pas d'expérience, ça les démoralise, ça les dérange. Ils vont croire qu'il faut faire comme ce que moi j'ai fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Non, ce que j'ai fait il y a 20 ans, ce n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère numérique et le numérique va très vite. C'est pourquoi les GAFA, les GAFAM, tout ça là, on est obligé de les suivre parce qu'ils sont tellement rapides que tout le monde est obligé de s'adapter à eux. C'est eux qui commandent aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui va extraire les minerais d'or au Mali ou au Sénégal ou qui exploite le pétrole au Gabon. Le monde n'appartient pas à ceux-ci. Le monde appartient à ceux qui ont la capacité de s'adapter. Et cette adaptabilité-là que les jeunes doivent faire pour ajouter à leur innovation, créativité et tout le reste, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, les jeunes ne doivent apprendre à personne. C'est nous qui devrons apprendre aux jeunes. Tous ceux qui ont plus de 40 ans, je pense qu'ils doivent apprendre avec les jeunes et non les jeunes apprendre à ceci. Merci. Merci beaucoup Mamadou. Un immense merci à tous les trois, vraiment pour vos apports, vos commentaires, le partage surtout de vos expériences, qui je pense sera très utile en ces moments assez complexes dans pas mal de pays du continent. Je remercie également le vice-président du GIAF, Didier Akwete, pour sa présence, sa mise en perspective du contexte, son expérience. Peut-être Didier, je vous laisse également conclure en quelques mots. Merci Fatou, je ne vais pas refaire de synthèse. Merci beaucoup à notre cher ami Mamadou Sinsi Coulibaly. Didier, merci beaucoup. Tu as laissé la barbe, je ne t'ai pas reconnu. Merci pour d'avoir partagé ta précieuse expérience vis-à-vis de nos jeunes et justement le fait que le monde change et que c'est à eux de faire le monde dans lequel ils sont. Donc vraiment un grand merci à tous les panélistes, tous ces nombreux exemples et ces partages d'expériences qui permettent d'appréhender l'avenir avec optimisme. Et merci beaucoup à Fatou pour l'animation et à José. Merci. Merci beaucoup Didier. Merci également à Pascal Pérou, secrétaire général du GIAF, ainsi que Joël Bertrand, membre du GIAF. Un grand merci à Théo Mallet et José Aodé qui étaient à la régie sur Facebook. Vous pouvez d'ailleurs suivre nos activités du GIAF Junior sur nos pages Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube et le site internet du groupe Initiative Afrique. Nous vous proposons également le livret, les recommandations qui ont été faites par le groupe Initiative Afrique en 2014 sur la jeunesse. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour parler des femmes, du rôle des femmes en Afrique et de leur rapport sur le continent. Un grand merci à toutes et à tous qui nous suivaient de partout, du Sénégal, du Bénin, du Mali, du Niger, de la France, d'autres pays de la diaspora, mais également d'autres pays d'Afrique. Merci beaucoup pour vos contributions. Prenez soin de vous, ainsi que de vos familles. À très bientôt. Merci beaucoup.